Alors, bonjour à toutes et tous, bienvenue dans ce webinaire, mesures politiques pour réduire le trafic aérien. Aujourd'hui, on va s'intéresser à toutes ces mesures qui existent, mais aussi qu'on aimerait mettre en place pour contraindre le trafic aérien et réduire évidemment les émissions de celui-ci. Euh, c'est un des modules les plus complexes, donc j'espère que vous êtes bien réveillés. C'est aussi un module un peu marrant parce qu'il y a beaucoup d'acronymes. Donc, on va pouvoir faire des quiz et voir un petit peu l'état de vos connaissances sur ce sujet-là. À noter, petite mise en garde, ça n'est pas un module sur la réduction des nuisances sonores du trafic aérien. On ne verra pas beaucoup de mesures politiques qui permettent de changer les trajectoires, par exemple, ou de réduire le bruit des avions. Pour ça, je vous renvoie plutôt aux travaux de l'Union française contre les nuisances des aéronefs, qui fait un très gros travail sur le sujet pour la protection de la santé des riverains et des riveraines d'aéroports. Voilà. Et enfin, petite info, vous avez annoncé qu'on aurait un invité ce soir, donc qui est Alexis Chailloux du réseau Action Climat. Il se trouve qu'on aura deux invités ce soir, puisqu'on aura Alexis, qui ne peut pas être là ce soir en direct, mais qui m'a enregistré une vidéo pour pouvoir vous la présenter. Et puis, on aura également Mira du réseau Stay Grounded, qui est basé à Vienne, Mira et qui va venir vous parler de notre nouvelle campagne Red Lines for Airports, donc les lignes rouges pour les aéroports, qui s'inscrit en droite ligne dans justement les mesures politiques qu'on aimerait voir advenir pour contraindre le trafic aérien. Et voilà, je pense que ce sera intéressant d'avoir euh, ces deux interventions pour compléter mon propos. Sans plus attendre, je me lance. Avec le plan de la formation, donc qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui? Eh bien, l'objectif, c'est vraiment d'avoir une meilleure compréhension des lois et réglementations qui existent pour le secteur aérien européen et enfin à l'échelle nationale, européenne et internationale, comprendre pourquoi ce secteur est si peu réglementé et évaluer et discuter les politiques qui pourraient être mises en œuvre pour réduire les impacts du trafic aérien et en particulier ces émissions de gaz à effet de serre. Donc, on verra les institutions qui régissent le trafic aérien, les politiques à différents niveaux, et ensuite, je vous expliquerai les mesures pour lesquelles on se bat en tant que réseau Rester sur Terre. D'ailleurs, j'ai oublié de me présenter. Je m'appelle Charlène, je suis toujours coordinatrice du réseau Rester sur Terre, qui milite donc pour la réduction du trafic aérien et pour des modes de déplacement plus soutenables et plus justes. Et nous sommes un réseau qui est composé à l'international de plus de 200 organisations membres et en France, on a 25 membres individuels et 25 organisations membres. Voilà. Si vous voulez plus d'infos sur le réseau, n'hésitez pas aussi à m'en demander à l'issue de la présentation, je pourrais vous en donner. Donc, comme on l'a vu dans le premier module, il y a de nombreuses façons différentes pour pouvoir contraindre le trafic aérien. En particulier, on pourrait interdire certains types de vols, on pourrait plafonner le trafic dans certains aéroports, on pourrait interdire les programmes de fidélité ou bien la publicité pour les avions, on pourrait stopper les extensions d'aéroports, on pourrait stopper les niches fiscales aux aéroports. Et ce que l'on avait vu dans le premier module, c'est véritablement qu'il n'y a pas qu'une seule solution miracle, mais c'est bien un ensemble de mesures qui permettent de contraindre le trafic et en particulier d'essayer de le contraindre de manière juste. Ça, c'est très important dans notre travail puisque ce qu'on a vu, c'est que c'est une petite minorité qui prend l'avion et cette minorité de personnes eh bien, alors à l'instant, il y a quelqu'un qui n'arrive pas à rentrer, j'ai l'impression. Cette petite minorité. Attendez, il faut que je le fasse. Alors, euh, pardon, je n'arrive plus à gérer avec tout. Désolée, il y a quelqu'un qui n'arrive pas à se connecter. Voilà. Et
Est-ce que vous entendez quand il y a des notifications sur mon ordinateur? Vous avez entendu le bip ou pas tout à l'heure? Parce que je pense que ça peut être gênant. Oui, ok. Bon, j'espère. C'est juste que je l'avais activé pour... je vais désactiver le partage et le réactiver, histoire de... Voilà, j'ai enlevé l'audio. Merci pour votre patience. Donc, ce qu'on avait vu, c'est qu'effectivement, il n'y a pas de solution miracle pour réduire le trafic aérien. Il faut une combinaison de ces mesures pour pouvoir eh bien, le contraindre. Et en général, il y a souvent une différence entre les mesures les plus efficaces et à l'inverse, les mesures les plus faciles à mettre en œuvre. On a l'impression que les mesures les plus faciles à mettre en œuvre sont aussi les moins efficaces. Et ça, on le verra un peu plus tard. En particulier, les mesures qui seraient les plus courageuses, enfin, qui nécessiteraient une volonté politique et un courage politique très fort, eh bien, sont souvent les mesures qui seraient les plus efficaces. Alors, voyons un petit peu de vocabulaire ensemble. Donc, j'ai plusieurs acronymes ici qui sont donc des acronymes assez importants dans la formation de ce soir. IATA, OACI, CORSIA, ETS. Est-ce que vous aviez déjà entendu parler de l'un de ces acronymes? N'hésitez pas à mettre dans le chat pour que je sache un petit peu si oui ou non. IATA, oui. Corsia aussi, aucun pour certains, certaines. Non, aucun. D'accord. Bon, c'est normal. IATA et OACI, d'accord. IATA, OACI, Corsia, oui, et pas ETS. Ok, ben on va voir tout ça ensemble. Ce sont différents niveaux. Alors, IATA, c'est l'Organisation internationale du transport aérien. C'est donc grosso modo l'organisation qui va gérer tout ce que, enfin, les intérêts du trafic aérien. L'OACI, aussi en anglais ICAO, c'est l'Organisation de l'aviation civile internationale. En fait, une agence de l'ONU qui s'occupe d'organiser le trafic aérien pour les 193 États membres de l'ONU. Et en particulier qui se base sur la Convention de Chicago, dont on reparlera un peu plus tard. Corsia, c'est lié à l'OACI. Il y a les mêmes lettres dedans, donc ça vous le rappelle. À peu près, enfin, il manque le R et le S, mais vous voyez l'idée. Et donc, mais ce n'est pas du tout parce que l'acronyme veut dire la même chose. Mais Corsia, c'est un système de compensation et de réduction des émissions de carbone qui est mis en place au niveau international et qui a été adopté par l'OACI en octobre 2016. On va bientôt fêter les 10 ans. Et ETS, on dit souvent, c'est le système d'échange de quotas d'émissions de l'Union européenne, qui ne concerne pas que le secteur aérien d'ailleurs, mais qui va en grande partie être responsable de finalement bien, les mesures qu'on peut voir sur ce trafic aérien. J'en profite pour saluer toutes les personnes qui sont arrivées un poil en retard et qui nous rejoignent. Maintenant, voyons les politiques européennes et internationales existantes. Pour celles et ceux qui nous rejoignent, on va voir d'abord ça et puis ensuite, on va voir ce qu'on aimerait voir advenir. Donc, la réglementation de l'aviation, il faut savoir que elle est quand même assez minimaliste. C'est à la fois, enfin, c'est pour des raisons historiques en fait, que le secteur aérien bénéficie d'avantages fiscaux exceptionnels par rapport à d'autres secteurs. Et on peut penser que c'est en lien avec le caractère international de l'aviation par opposition au caractère national de la fiscalité. Une autre raison de l'absence de réglementation, c'est l'importance historique de l'industrie aéronautique pour la sécurité nationale donc tout ce qui est le lien avec le militaire. Un chiffre que j'aime bien quand même rappeler, c'est que euh, les ventes d'équipements militaires représentent 20% du chiffre d'affaires du constructeur aéronautique Airbus et 50% de celui de Boeing. Donc c'est vraiment assez significatif dans leur chiffre d'affaires. Et par ailleurs, du coup, quelque chose qui est très important à savoir, c'est que l'aérien n'est pas présent dans l'accord de Paris. Donc l'accord de Paris, pour rappel, eh bien, c'est le seul accord international sur le climat. C'est un accord qui a plusieurs biais assez massifs.
D'une part, ce sont des contributions volontaires des États qui ont été prises en compte. D'autre part, ces contributions volontaires, en fait, si on les met bout à bout, elles ne permettent pas d'atteindre les objectifs que s'est fixé l'accord. Donc, en gros, on somme le tout et puis on n'arrive pas au bout. Et troisièmement, je vous l'avais dit dans le premier module, eh bien, l'accord de Paris ne concerne ni le transport aérien international, ni le fret maritime, parce qu'en fait, on ne savait pas dans quel bilan carbone les mettre, à quels États les rattacher. Et donc, on a juste décidé qu'ils étaient nulle part. Donc, c'est comme si on ne comptabilise absolument pas l'aviation internationale. Et donc, si on ne comptabilise pas, forcément, on n'est pas en capacité de réduire de manière efficace. Donc ça, c'est vraiment très, très important à savoir. Il n'y a aucune référence explicite à l'aviation. Il n'y a aucun secteur spécifique, hein, d'ailleurs, dans l'accord de Paris. Et on peut considérer donc que l'aviation est vraiment le passager clandestin de l'accord de Paris. Euh, Ce sont seulement donc les émissions des activités aériennes domestiques à l'intérieur d'un pays qui font l'objet d'actions spécifiques par ces pays-là. Et encore là, là-dessus, on a des problèmes de comptabilité assez importants que je vous décrirai un peu plus tard. Donc, au niveau des différentes réglementations, il existe des réglementations nationales. Par exemple, en France, on a une taxe sur les billets d'avion, j'y reviendrai un peu plus tard, mais pas de taxe sur le kérosène. Il existe des réglementations européennes, c'est notamment le cas de ETS, donc le système d'échange de quotas d'émissions de l'UE. Et Fit for 55, c'est la politique énergétique liée donc au carburant qui a été adoptée par l'Union européenne. Et au niveau mondial, c'est donc Corsia, dont on verra tous les biais juste après. Donc, la réglementation européenne. Le système européen d'échange de quotas d'émissions, ETS, ou bien aussi appelé SEQE-UE, donc le système d'échange de quotas d'émissions, voilà. Je vous avais dit qu'il y aurait des acronymes et que ce serait sympa. Eh bien, en fait, c'est un système d'échange de bons d'émission. Enfin, on a le droit d'émettre une certaine quantité. Grosso modo, il couvre 45% des émissions totales de gaz à effet de serre de l'Union européenne, mais l'aviation n'en représente qu'une petite partie. Et il vise à réduire les émissions en permettant l'échange de ces quotas. Donc, les compagnies qui sont polluantes peuvent, en gros, monnayer différents quotas. L'idée officielle, c'est que progressivement, le nombre de quotas va diminuer, donc la capacité à polluer va diminuer et au final, on aura réduit les émissions. Le problème, c'est que les quotas sont pour l'instant, enfin, chaque année, les quotas sont gratuits et même s'ils sont réduits d'année en année, il y a toujours des quotas gratuits. Par ailleurs, les compagnies, enfin, le nombre de quotas accordés gratuitement permet aussi aux pollueurs de continuer à être très, très polluants parce que, en fait, on se rend compte que les réglementations ne souhaitent pas contraindre suffisamment l'aérien. L'UE a mis notamment de côté 20 millions de quotas gratuits pour les compagnies aériennes spécifiquement qui commenceront à utiliser des carburants d'aviation soi-disant durables. Donc, si je renvoie au module greenwashing qu'on a vu la semaine dernière, eh bien, ce qui se passe en fait, c'est qu'on continue de promouvoir des modes de déplacements polluants avec donc des quotas d'émissions qui sont gratuits pour ces compagnies-là. Et puis, euh, par ailleurs, le problème de ce système européen de quotas d'émissions, c'est qu'il couvre seulement les vols intra-communautaires, donc intra-communauté européenne, donc espace économique européen. Et donc en fait, il ne concerne que moins de 40% des émissions de l'aviation de l'Europe. Parce qu'en fait, 60% des émissions, le reste, ce sont des vols qui vont à l'international et donc qui ne sont pas comptabilisés dans ces émissions-là et dans ces quotas-là. Il ne tient pas non plus compte des effets non CO2, donc les effets que je vous ai décrits la semaine dernière, qui sont donc qui triplent en fait le bilan carbone de l'aérien.
Et puis, en fait, on constate tout simplement que le système d'échange de quotas n'est pas efficace puisque les émissions ont continué d'augmenter globalement et qu'en fait, il n'y a pas de réduction significative sur cette portion-là qui est concernée, même si cette portion-là est trop petite. Donc, sur le graphique, ce que vous pouvez voir, ce sont en fait ce sont les émissions pour lesquelles les compagnies aériennes payent en fonction des vols, des différents vols qu'elles font, qu'elles opèrent. Donc, vous voyez par exemple que donc, tout ce qui est en bleu ou bleu clair ou bleu foncé, c'est ce pourquoi la compagnie paye. Et en gris, c'est tout ce qui est caché, finalement, tout ce pourquoi elle ne paye pas comme émissions supplémentaires. Vous voyez que Ryanair eh ben, a quand même une part assez conséquente de ces émissions pour lesquelles il ne paye absolument pas. De même qu'Air France. Pour le coup, Air France, c'est même quasiment la totalité de son... Enfin, c'est bien plus que trois quarts de son bilan ici d'émissions pour lesquelles il ne paye pas. Donc voilà, il faut savoir que donc, au tout début de l'idée de ce système d'échange de quotas, l'Union européenne prévoyait d'inclure tous les vols, euh, même si le point de décollage ou d'atterrissage était situé hors, enfin extra espace économique européen. Et puis ce qui s'est passé en fait, c'est qu'il y a eu des protestations des États-Unis et de la Chine qui ont fait que le champ d'application s'est réduit et qu'au final, le système d'échange de quotas est devenu complètement insuffisant. Euh, Par ailleurs, en fait, on peut remarquer que de toute façon, la tarification du carbone et le fait d'avoir des quotas gratuits et de pouvoir les échanger, donc ce type de système en fait qui repose sur un marché, est problématique en soi. Parce que donc l'idée originale de la tarification du carbone, c'est de fixer un prix pour les gaz à effet de serre émis par tous les secteurs, donc afin d'internaliser les coûts négatifs, les coûts sociaux engendrés par les émissions. Donc c'est censé inciter économiquement les entreprises et les consommateurs à aller vers des solutions moins énergivores, moins émettrices. Mais en fait, on ne fixe jamais le prix du carbone au bon endroit pour obtenir les réductions nécessaires, parce que sinon ça coûterait trop cher. Globalement, c'est ça. En fait, le système ne pourrait pas supporter de payer véritablement le vrai prix. Et donc, ce qu'on constate, c'est qu'effectivement, comme les quotas sont trop faibles, ou bien il y a des quotas gratuits, ou bien les quotas sont achetés à d'autres secteurs, euh, on constate que c'est tout simplement inefficace. Et donc, la majorité des études sur ce sujet suggèrent que les réductions globales et la tarification carbone sur les émissions sont très limitées, généralement entre 0% et 2% de réduction par an. Donc, les taxes carbone ne fonctionnent pas a priori. Et donc, c'est pour ça qu'on verra que nous proposons des solutions qui sont beaucoup plus radicales ou en fait enfin, je ne sais pas si c'est radical de proposer de sauver le monde, mais globalement qui sont plus contraignantes pour le trafic lui-même, qui ne sont pas basées sur le marché. Refuel EU, donc, qui est le paquet, en fait, vous pouvez voir aussi appelé Fit for 55, c'est l'objectif général de réduction des émissions de 55% en 2030 par rapport au niveau de 1990 dans l'Union européenne. Donc, la base conceptuelle de ce truc-là, aussi appelé le Green Deal européen, enfin, donc différents, ça touche différents secteurs, mais en particulier le trafic aérien. Et l'initiative Refuel EU, le problème là encore, c'est que enfin, vous le voyez très vite arriver avec mes gros sabots. On dit qu'on veut réduire les émissions et en fait, de quoi on parle? On parle principalement d'inclure davantage de SAF, donc de carburant d'aviation soi-disant durable, dans les avions pour faire voler les avions. Et comme on l'a vu la semaine dernière, eh bien, ces carburants durables ne sont, enfin, soi-disant durables, ne sont absolument pas efficaces.
Donc, en gros, l'initiative Refuel EU, elle impose aux fournisseurs de carburant et aux compagnies aériennes d'augmenter progressivement la part de SAF, donc de carburant durable, qui sont mis dans les réservoirs, sachant que, comme je vous l'avais dit, grosso modo, on peut mettre jusqu'à 50% de carburant alternatif dans un réservoir d'avion sans avoir à réhomologuer l'avion. Donc, ça, c'est ce que la loi permet. Et donc, pour l'instant, on n'en est qu'à autour de 1%, 1,1% en France, plutôt de l'ordre de 0,6% en Europe, alors que l'objectif pour 2030 est de 6%. Donc, on est vraiment sur des ordres de grandeur qui ne sont pas du tout les mêmes. Et on se demande véritablement comment le secteur imagine euh, arriver à ces objectifs, sachant que tous les objectifs précédents qu'il s'est lui-même fixés n'ont pas été atteints. Donc, véritablement, là, il y a un problème de dimensionnement et de capacité à mettre en œuvre une filière entière, alors que bah, pour le moment, rien n'est prêt. Par ailleurs, ça n'est pas souhaitable puisque je vous expliquais que sur les carburants d'aviation soi-disant durables, si on considère l'ensemble du cycle de vie, eh bien, en fait, on a des émissions de gaz à effet de serre qui sont sensiblement, enfin, qui sont comparables. Et c'est aussi ce que montre le rapport Aérodécarbo en lien avec le Shift Project qui sort aujourd'hui même, eh bien que tout simplement le compte n'y est pas et qu'il faut réduire le trafic aérien. Donc voilà, RefuelEU, le problème de cette directive européenne, c'est qu'elle détourne de la nécessité de réduire le trafic aérien. Les quantités disponibles de carburant alternatif ne seront pas suffisantes. En fait, on utilise ce prétexte pour ne pas réduire le trafic, pour ne pas considérer d'autres possibilités finalement qui seraient bah, plus efficaces. Et les biocarburants à base de déchets, les énergies renouvelables et les fonds de l'Union européenne, en fait, devraient plutôt être utilisés pour d'autres choses, notamment pour d'autres secteurs qui bénéficient à plus de monde. Par exemple, bah, si on a besoin de voitures pour se déplacer pour aller au travail ou bien de faire circuler des camions pour avoir du fret, ça nous semble prioritaire sur le fait de partir en voyage à l'autre bout du monde tous les 4 matins. Euh, voilà. Est-ce qu'il y a des questions sur les réglementations européennes avant que je passe sur la réglementation mondiale? Vous pouvez mettre des choses dans le chat. Je vais rouvrir le chat parce que je ne vous ai pas vu d'ici depuis. Non, c'est bon. OK. Eh bien, s'il n'y a pas de questions, je passe donc sur la réglementation mondiale. Et la réglementation mondiale, en fait, elle est très simple. Euh, alors, combien de pays ont une réglementation nationale? Je n'en sais rien. Je suis coordinatrice du réseau Rester sur Terre et donc la France principalement. Je n'ai aucune notion sur les autres pays, mais s'il y a besoin de plus d'explications, je peux en demander à mes collègues et voir tout ça. Désolée. Euh, mais l'avantage, c'est que la réglementation mondiale, elle a l'air compliquée, mais en fait, elle est ultra simple parce qu'elle est ultra lacunaire. En gros, il n'y a qu'un seul truc qui existe, c'est le système CORSIA, qui provient donc de l'OACI. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, l'OACI, c'est l'Organisation de l'aviation civile internationale. Donc, c'est une agence de l'ONU qui réglemente, qui organise le trafic aérien au niveau international pour les États membres. Donc, ce qui se passe en fait, c'est que pendant des décennies, il n'y avait pas vraiment de réglementation internationale sur les émissions de l'aviation. Et en 2016, l'OACI donc, a adopté un ensemble de mesures intitulées CORSIA. Alors, qu'est-ce que ça veut dire CORSIA? Ça veut dire Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation. Et c'est ceux qui comprennent l'anglais ou qui ont lu la phrase d'après voient tout de suite le problème. C'est un système de compensation et de réduction des émissions, bla bla bla. Mais c'est basé sur la compensation carbone
Et donc, c'est là que le bât blesse, c'est qu'en fait, au cœur de cette stratégie climatique, on trouve le concept de compensation, c'est-à-dire de payer pour des projets qui vont soi-disant enlever du carbone de l'atmosphère, alors même qu'on aura déjà émis ces quantités colossales de CO2, qu'on n'est absolument pas sûr ni de l'efficacité des projets en question, ni en général de pouvoir mener à bien ces projets ou bien de développer ces technologies. Ou bien ou bien si on plante des arbres, que les arbres eh bien, vivent suffisamment longtemps pour stocker la quantité de carbone qu'on souhaite leur faire stocker. Donc voilà, il faut savoir aussi que même, c'est pas nous qui disons ça, c'est même la Commission européenne qui a souligné dans un rapport en 2020 qu'aucun des projets de réduction d'émissions basés sur la compensation dans le cadre de Corsia n'avait finalement répondu aux critères de durabilité requis et qui a souligné également que en fait, ces projets-là n'avaient pas été efficaces pour réduire les émissions. Donc, on est vraiment sur un mécanisme qui est euh, fallacieux, mais qui est utilisé à grande échelle pour nous faire croire que tout va bien et que les émissions sont sous contrôle. Et le problème, c'est que donc, même si les compensations fonctionnaient, la manière dont Corsia est organisée n'est pas, en fait, ne marche pas. D'une part parce que en fait la participation à Corsia pour le moment elle est encore volontaire, elle sera obligatoire à partir de 2027. Il n'y a pas de sanctions qui soient en place. Les compagnies aériennes ne doivent acheter des compensations que pour les émissions qui dépassent la base de référence de 85% des émissions de 2019. Donc en fait, la base de référence, elle est fallacieuse puisqu'on est sur un niveau de trafic euh, qui est, qui est déjà enfin, important. On n'est pas en train de payer pour la totalité, enfin, on n'est pas en train de compenser pour la totalité des émissions, mais pour seulement 85% du niveau de 2019. Et au rythme de croissance que le trafic aérien a actuellement, ben, en fait, c'est une base qui est totalement erronée. Et puis, pardon, ça a bougé. Peut-être. Alors, attendez, y arriver. Voilà. Non, c'était pas là que j'étais. Si. Et puis, par ailleurs, oui, le problème, c'est également que on est toujours sur des émissions qui ne sont pas comptabilisées en entier, puisque les effets hors CO2 ne sont pas pris en compte. Voilà, donc le récapitulatif qu'on a à vous proposer, c'est ce schéma qui montre qu'en fait, donc vous avez en haut les vols internes et en dessous les vols internationaux. Et globalement, vous voyez que toute la partie, euh, c'est le carré en bleu, enfin le petit rectangle en bleu en bas qui correspond à la partie d'émission qui est sous régime Corsia. Tout le reste n'est pas comptabilisé. Donc tout ce qui est en jaune, c'est parce que ce sont les effets hors CO2 et qu'ils ne sont pas comptabilisés, donc on ne les compense pas. Et tout ce qui est en noir, c'est donc parce que la manière dont est construit Corsia n'est pas fonctionnelle et du coup, on ne compense pas ces émissions-là. Donc vraiment un double problème puisque d'une part la compensation ne marche pas en soi, mais en plus on est sur quelque chose qui a été mal construit. Donc voilà, il y a un autre truc qui est produit par l'OACI également. Et c'est donc avec Corsia la seule chose, c'est donc les objectifs long terme, les LTAG, comme on les appelle, donc les objectifs aspirationnels à long terme de zéro émission nette de CO2 pour l'aviation d'ici 2050. Celles et ceux qui ont participé au module de la semaine dernière doivent savoir que c'est du gros bullshit. Désolée, j'ai pas d'autres mots. Euh, Parce qu'en fait, le principe, c'est de donner des objectifs très, très ambitieux en 2050. Donc, ambitieux, bon, net zéro, ça veut dire qu'on compense tout le reste. Ça ne veut pas dire qu'on est à zéro émission. Ça veut dire qu'on compense pour avoir l'impression que la somme est nulle.
Mais net zéro en 2050, c'est pour mieux nous faire oublier tous les objectifs enfin, intermédiaires qu'on devrait se fixer si on était sérieux avec la réduction d'émissions, puisqu'en fait, le problème, il est surtout lié au fait que les émissions, elles se cumulent. C'est-à-dire que comme le CO2 reste dans l'atmosphère pendant des décennies, eh bien, si on continue d'émettre encore toujours plus jusqu'à 2050, et puis le 1er janvier 2050, on s'arrête, eh bien, on a quand même un très très gros problème avec la température qu'il fera. Donc, globalement, ces objectifs long terme, ils n'ont pas beaucoup de sens. Euh, Par ailleurs, ici, on est basé sur une réglementation que les États doivent se fixer eux-mêmes. Donc, il n'y a pas d'obligation pour les États ou les compagnies aériennes d'atteindre des objectifs individuels. Il n'y a pas d'objectif intermédiaire. Donc, c'est ça, je pense, le pire qu'il faut retenir. Et les effets non CO2 sont encore ignorés. Voilà. Donc, ça, c'est pour l'international. Donc, au global, pas grand-chose de prévu pour réduire les émissions. Maintenant, je vais vous parler d'une vue d'ensemble sur la fiscalité de l'aérien, puisque, comme je l'ai dit en introduction, c'est quand même quelque chose qui est assez important à savoir, parce que, en fait, ça va aussi être un des moteurs de la croissance du secteur, enfin, la croissance du trafic. La fiscalité étant très, très favorable au secteur aérien, et bien le secteur aérien, le trafic aérien ne cesse de croître. Donc, ce qui se passe, euh, c'est que globalement, l'avion est pratiquement exempt de taxes dans presque tous les pays, contrairement à d'autres formes de transport. Quand vous faites le plein euh, dans votre voiture, eh ben, évidemment, vous payez des taxes sur l'essence que vous allez mettre. Par contre, quand vous faites le plein de votre Airbus, eh bien, vous ne payez pas de taxes sur le kérosène. On justifie souvent cette absence de taxes, en particulier de taxes sur le carburant, le kérosène, euh, en lien avec donc, la Convention de Chicago, pardon, qui a été signée en 1944 par les États, qui en fait concernait la réglementation du trafic aérien à l'époque. Ce qui se passe, c'est que même si à l'échelle internationale, ce serait très compliqué d'avoir l'accord d'absolument tous les États pour pouvoir taxer le kérosène. Au niveau national, c'est tout à fait possible de taxer le kérosène pays par pays ou bien par des accords bilatéraux ou bien au sein de l'Europe. Et donc, il s'agit véritablement d'un manque de volonté politique si personne ne le fait. Mais bon, il faut savoir que dans certains États, la Norvège, le Japon, les États-Unis, la Suisse, on taxe le kérosène au niveau des vols internationaux. Donc, grosso modo, ce qui est intéressant aussi à voir, c'est qu'il y a un manque à gagner pour les États ou pour l'Europe. Euh, donc, parce que justement, l'aviation n'est pas taxée comme il faut. Et donc, l'étude de Transport et Environnement de 2023 montrait que l'Union européenne avait perdu 34 milliards d'euros de taxes en 2022. Donc voilà, on est sur des montants qui sont significatifs et dans le cadre de discussions budgétaires très tendues et où on ne sait pas vraiment où trouver l'argent pour pouvoir financer eh bien, les activités des États, voire enfin, rembourser la dette, il semble qu'il soit tout indiqué d'aller regarder du côté de l'aérien. Donc, petit zoom pour clarifier certains concepts. En gros, il y a plusieurs mécanismes qui sont à l'origine du fait que l'aviation, on ne paye pas le juste prix en fait quand on prend un avion euh, et que l'aviation est fortement subventionnée. D'abord, il y a des subventions directes aux aéroports, aux constructeurs, aux compagnies aériennes. On a vu aussi les renflouements pendant le Covid, donc c'est des subventions indirectes pour des activités qui effectivement étaient bloquées et il y a eu des prêts sans contrepartie ni sociale ni environnementale qui ont été faits en particulier aux avionneurs, mais à aussi toute la chaîne de sous-traitance. Et puis, en fait, ces subventions-là, elles créent des prix qui sont artificiellement bas et donc, elles permettent
à la demande d'augmenter. Donc, en fait, plus de gens veulent voyager en avion. Et donc, plus de demandes, plus d'émissions. Alors, Flo, je ne comprends pas cette question de taxation du kérosène impossible, mais pratiquée dans certains pays. Ah oui, alors, la taxation, pardon, je suis peut-être allée trop vite. La taxation du kérosène, elle est impossible pour les vols internationaux. Enfin, la Convention de Chicago, c'est ça qu'elle stipule, c'est qu'on ne peut pas taxer le kérosène pour des vols qui partent de France et qui vont aux États-Unis. Pour autant, si j'effectue un vol de New York à, je sais pas, à Houston, et ben, au sein même des États-Unis, le kérosène sera taxé. Et donc, on pourrait tout à fait en France imaginer que tous les vols internes, les Paris-Marseille, ils soient taxés. Après, on préférerait que les Paris-Marseille disparaissent parce qu'il y a un TGV qui fait ça très bien. Mais disons que, grosso modo, c'est ça l'idée. Et donc, la France dit souvent être très volontariste sur le sujet de la taxation du kérosène au niveau européen, parce que Emmanuel Macron dit que ça n'aurait pas de sens de le faire en France tout seul, il faudrait le faire au niveau de l'Union européenne. Sauf qu'au niveau de l'Union européenne, comme je vous le disais, je crois la semaine dernière, en fait, on ne peut pas prendre une décision sans que tous les États membres soient d'accord. Il y a un système de veto. Et donc, il y a des États insulaires ou très touristiques qui ont tendance à ne pas souhaiter qu'on aille vers ça. Donc, Malte, Chypre, l'Espagne, le Portugal. Et donc, ça arrange bien tout le monde de se dire, ah ben non, on ne le fait pas. Et en fait, il ne se passe rien au niveau européen. C'est plus clair comme ça? J'espère que oui. Sinon, n'hésite pas à me dire. Très bien. Eh bien, merci pour la confirmation. Donc voilà, en gros, ce petit tableau, il vous récapitule un peu les subventions qui existent pour l'aérien. Et comme on peut le voir dans le tableau, il y a des subventions directes et indirectes dans finalement, à chaque échelon à chaque activité du secteur aérien, des avionneurs aux aéroports, en passant par les compagnies aériennes. Et souvent, on se concentre sur les réductions et exonérations de taxes sur le carburant ou sur les billets, mais il faut savoir qu'en fait, il y a d'autres structures. Il y a aussi pas mal de membres de notre réseau qui travaillent justement à essayer de faire réduire les subventions à des aéroports, des petits aéroports régionaux, qui vont souvent être sous perfusion d'argent public. Il faut savoir en France que globalement, il y a deux types d'aéroports. Il y a les très gros aéroports de plus de 2 millions de passagers par an qui sont très rentables et qui donc ont des projets d'extension d'aéroports. Et il y a, à l'inverse, les petits aéroports en dessous d'1 million de passagers par an qui vont être en fait en déficit et donc sous perfusion d'argent public. Et ce qui se passe là, bah, c'est que c'est l'ensemble des contribuables, donc vous et moi, qui payons pour les personnes qui vont prendre l'avion le plus souvent dans ces aéroports-là. Donc récemment, il y a eu pas mal de scandales hein, dans des tout petits aéroports, notamment à Pau, l'aéroport de François Bayrou, ou bien au Puy-en-Velay, l'aéroport de... Mince, je ne sais même plus comment il s'appelle. Bon, aidez-moi dans le chat. Mais en gros, voilà, on a des hommes politiques qui ont besoin de leur de Laurent Wauquiez. Merci beaucoup, Claire. On a donc des hommes politiques qui ont besoin de leur petit aéroport avec leur petit jet privé. Et donc, on a un aéroport qui continue de voter, enfin, des collectivités qui continuent de voter des subventions à des aéroports qui servent pratiquement à rien. Euh, alors, Léo, tu me dis on ne peut pas bien lire la slide. Ah oui, désolé, je suis en tout petit. Je vous enverrai le support, vous aurez tout ça. Mais grosso modo, voilà, c'est juste pour illustrer qu'il y a qu'il y a, qu'il y a des subventions à peu près à tous les échelons. Donc, les types de tarification et de taxation dans l'aviation. Bon, il faut savoir qu'en gros, donc, il y a le prix du carburant et des émissions payées par la compagnie. Donc, vous avez des taxes sur le kérosène ou pas de taxes sur le kérosène, justement, et vous avez la tarification du carbone avec des mesures basées sur le marché. Donc, ce que j'expliquais enfin, au niveau européen avec ETS. Et vous avez le prix du billet. Et dans le prix du billet, on peut avoir donc une TVA. En l'occurrence, on n'en a pas. Et on peut avoir une taxe sur les billets.
Et là, on en a une qui a augmenté récemment d'ailleurs. Et c'est quelque chose que vous expliquera Alexis tout à l'heure, puisque c'est une victoire de l'ensemble de la communauté qui se bat pour des modes de déplacement plus justes et plus soutenables. Donc, taxe sur le kérosène, je le disais au tout début parce que je pense que c'est l'exemple le plus frappant. Et donc, vous avez à nouveau ici le comparatif entre l'essence, le gasoil et le kérosène. On voit bien que c'est significativement plus faible. Et voilà, en Europe, donc la slide vous le rappelle, en Europe, enfin, seules la Norvège et la Suisse perçoivent une taxe sur le kérosène, mais uniquement pour les vols intérieurs, puisque donc pour les vols internationaux, on est sous la coupe de la Convention de Chicago. Si vous avez des questions là-dessus, hein, je pourrais détailler, mais je pense que bon, vous avez compris le principe. Euh, donc le prix des billets, la TVA en particulier, elle est nulle sur les vols internationaux et on a souvent une TVA nulle ou réduite sur les vols intérieurs. Et c'est le cas en France. En fait, vous payez plus de TVA sur des biens de consommation classiques que pour un billet d'avion. Et la taxe sur les billets, souvent c'est un montant fixe par passager au départ, mais il peut aussi dépendre de la distance et de la classe. Ça existe dans 10 pays européens. Et alors, je n'ai pas les montants en tête là, mais grosso modo, ce qui s'est passé en France, c'est que cette taxe, donc, aussi appelée taxe Chirac, parce que c'est Chirac qui l'avait mis en place, euh, elle, en fait, en France, on a toujours le secteur qui vient se plaindre dans les médias que cette taxe, elle est trop élevée et qu'on est en train de tuer le secteur et que c'est vraiment horrible. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle n'est pas du tout à la hauteur des autres pays européens qui en ont une. Et Alexis vous montrera tout à l'heure les chiffres. Il y a un comparatif qui est quand même assez frappant pour dire que vraiment les pleurnicheries du secteur dans la presse, c'est beaucoup de mise en scène et pas beaucoup de réalité, puisque les montants qui ont été augmentés pour la France donc dans le projet de loi de finances de 2025 ne sont encore pas comparables aux montants qu'on a par exemple en Angleterre. La taxe s'applique, oui, elle s'applique à tous les décollages, pour le coup, et atterrissages Ah, pardon, j'ai pas lu pour l'enregistrement. Est-ce que cette taxe s'applique aux compagnies étrangères? Oui, elle s'applique aux compagnies étrangères. Elle s'applique sur tous les billets qui sont au départ de la France. Donc voilà, donc ça c'est juste pour vous mentionner, et Alexis en parlera plus amplement tout à l'heure, que il y a quand même donc une petite victoire qu'on a obtenue dans le cadre du projet de loi de finances de 2025. Et les discussions sur le projet de loi de finances de 2026 sont particulièrement bloquées, et l'Assemblée nationale n'est plus très fonctionnelle en France. Mais toujours est-il qu'ils n'ont pas parlé de revenir en arrière sur cette augmentation de la taxe sur les billets d'avion. Et donc, c'est plutôt une bonne nouvelle. Ça veut dire, on espère que cette augmentation-là, elle est ancrée. Même si elle n'est pas encore suffisante, elle permet de contrebalancer, entre guillemets, euh, le, bah, le, le manque de taxes sur d'autres aspects. Donc, on avait lancé une pétition à l'époque avec Camille Etienne et le réseau Action Climat. Donc, c'est pour ça qu'Alexis viendra vous en parler tout à l'heure. Et ça avait été plutôt un succès parce que ça avait marché. Voilà. Est-ce que vous avez des questions sur cette partie-là, sur les politiques existantes? Eh ben, si vous n'avez pas de questions, je vais continuer avec donc les mesures que nous, on souhaiterait voir advenir. Donc, qu'est-ce qu'on veut, nous? Est-ce qu'on veut un plafonnement? Est-ce qu'on veut des interdictions? Est-ce qu'on veut des taxes? Bah, globalement, effectivement, on veut que la situation fiscale de l'aérien soit plus juste et donc on aimerait que la tarification du carburant et des billets eh bien, mettre fin aux exonérations fiscales. Donc,
sur la taxe sur le kérosène, la TVA et la taxe sur les billets. Mais on peut aussi imaginer d'autres formes comment dire, de rééquilibrage de la manière dont on fonctionne. Par exemple, avec une taxe sur les grands voyageurs aériens, ou bien des lois qui permettent de réduire et d'encadrer le trafic aérien et de le contraindre. Donc, par exemple, des plafonnements, des limitations sur les aéroports et sur les émissions, l'interdiction de certains vols, des jets privés peut-être, ou encore l'arrêt des extensions d'aéroports. Donc tout ça, vraiment, toutes ces choses sont possibles et comme je le disais au début, c'est pas une seule mesure qui arrivera à bout de ce système qui est mal foutu de part et d'autre. Et donc, je vais détailler un petit peu tous ces différents mécanismes. Donc, dans la catégorie prix des carburants et émissions, puisqu'on y était tout à l'heure, il faudrait donc taxer le kérosène. Donc, évidemment, c'est compliqué à faire au niveau international puisque la Convention de Chicago nous en empêche, mais il faudrait donc augmenter progressivement les taux d'imposition au cours des 10 prochaines années, et puis essayer donc de le faire enfin, à la fois pour les voyages à l'intérieur de l'UE, mais aussi à l'extérieur, les vols cargo et les SAF. Alors, oui, pardon, les vols cargo et les SAF pendant 10 ans sont exemptés, donc ça, c'est pas bon non plus. Et a priori, le taux d'imposition dans cette révision-là, il est trop bas, le processus est trop lent et il y a trop d'exonération. Donc pour l'instant, enfin, d'une part, cette révision-là, elle tombe à l'eau, mais malheureusement, elle n'est pas suffisante. Mais donc c'est pour ça que je vous disais que les accords bilatéraux entre membres, donc entre membres enfin, de l'ONU, seraient possibles et que bah, s'il y avait la volonté politique, on pourrait dire bah, on a envie de taxer, je ne sais pas moi, les vols entre la France et le Japon. Je dis vraiment n'importe quoi, ça m'étonnerait que ça passe. Quelle est la part du fret par rapport au transport aérien total? On me demande. Alors, ça dépend quel est le pays concerné, mais en France, c'est de l'ordre de 10-11%. Aucun pays ne légifère ou pense le faire contre les jets privés sur son territoire. Non, aucun pays ne légifère contre les jets privés. Enfin, il y a certains aéroports qui ont annoncé vouloir supprimer les jets privés. Donc, c'est notamment le cas de l'aéroport d'Amsterdam Schiphol. Mais pas de pays, a priori. Il y avait une proposition de loi portée par les Verts en 2022 ou 2023, qui a échoué. Enfin, c'était porté dans la niche parlementaire, donc il y avait peu de chances que ça passe. Mais ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est que non seulement les députés, donc enfin, à partir de la Macronie et jusqu'à l'extrême droite, ont voté contre cette mesure, mais en plus, ce qu'il y a de fou, c'est que dans la niche parlementaire de ELV, il y avait la proposition d'à minima euh, faire appliquer le droit commun aux jets privés, c'est-à-dire d'interdire les vols courts en jet privé, donc les vols courts qui sont interdits pour les compagnies normales. Et même ça a été refusé donc, par toute la Macronie jusqu'à l'extrême droite. Donc il n'y a pas d'interdiction des jets privés, ni d'application du droit commun aux jets privés à l'heure actuelle en France. J'espère que j'ai répondu à la question. Oui. Donc voilà, donc globalement, la taxe sur le kérosène, bah, on aimerait bien voir des pays être suffisamment bah, courageux pour pouvoir l'appliquer, mais en l'absence de cette taxe, enfin, et l'avantage c'est qu'en fait, même une taxe très modeste réduirait les passagers et les émissions de CO2. Donc ce serait assez significatif de le faire, mais pour l'instant, on ne voit pas ça venir, et donc c'est pour ça aussi qu'on a tendance à plaider en faveur de taxes sur les billets, parce que bah, ça rééquilibre un peu le mécanisme. Donc, augmenter la TVA ou les taxes sur les billets, donc à minima avec un niveau égal au transport terrestre, bien évidemment. Et il faudrait l'appliquer à la fois aux transports nationaux et internationaux, puisqu'on ne taxe pas à l'heure actuelle le transport international, ce qui est quand même assez aberrant. Et donc, augmenter la taxe sur les billets, bah, enfin, tout ça, je pense que
Alexis va vous en parler mieux que moi tout à l'heure, donc à la limite, ce n'était pas forcément euh, pertinent que je fasse la description. Ensuite, la grande question qui se pose, c'est aussi l'utilisation des revenus de la taxation de l'aviation. Euh, il y a eu donc en 2022 une proposition qui a été faite d'utiliser les recettes fiscales pour décarboner l'aviation par le biais de progrès technologiques. Et nous, on pense que c'est pas ça qu'il faut faire avec l'argent qui est perçu. Euh, mais on pense que l'argent qui est perçu sur justement une activité très injuste climatiquement et socialement, eh bien, devrait être utilisé pour en fait s'attaquer à l'injustice climatique et donc financer les pertes et dommages pour les pays du Sud global qui sont les plus impactés par le changement climatique. Donc en fait, là, la proposition IAPAL, donc, qui est une taxe internationale d'adaptation pour les passagers aériens, je ne sais pas si la traduction est vraiment très bonne, mais ce serait une petite taxe sur tous les vols internationaux et dont les revenus seraient reversés dans un fonds de perte et dommages climatiques ou de réparation climatique. Donc ça, c'est un mécanisme parmi d'autres qui pourrait être intéressant, puisque, je vous le rappelle, les riches sont ceux qui veulent le plus. Et on l'avait vu dans la première formation. En gros, 1% de la population mondiale est responsable de 50% des émissions de CO2 du secteur aérien, alors que 80% de la population mondiale n'a jamais mis les pieds dans un avion. Donc véritablement, il s'agit d'une réalité très concentrée. Et c'est pour ça que c'est important que cette taxe-là, elle serve justement à réparer le dommage et donc à financer les pertes et dommages, par exemple. Une autre proposition qui a été portée par le réseau Rester sur Terre, Stay Grounded, c'est la taxe sur les grands voyageurs aériens. Donc, l'idée, c'est d'avoir une taxe progressive sur les billets d'avion. Donc, le mécanisme est expliqué dans la slide suivante. Mais en gros, la question, c'est on ne va pas taxer chaque billet pareil, on va taxer au fur et à mesure, de manière progressive, comme un impôt progressif. Et donc, c'est une taxe, enfin, c'est une mesure qui a fait l'objet d'une étude menée par Stay Grounded et la New Economics Foundation en 2023-2024, et avec une modélisation économique et une étude de faisabilité juridique. Et c'est un travail qui est assez intéressant pour justement, enfin, c'est pas une mesure qu'on pense pouvoir advenir très rapidement dans les années à venir. Pour autant, c'est une mesure qui permet de montrer que l'aviation est très injuste et de montrer comment on pourrait contrebalancer ça. Donc, grosso modo, le mécanisme de la taxe tel qu'il a été modélisé dans le rapport et tel que je vous le présente là, mais bon, toutes d'autres modalités seraient possibles, mais c'est un exemple un peu pour rendre ça plus concret. Le premier vol aller-retour dans l'année, il est gratuit parce qu'on se dit que peut-être chacune a besoin d'aller voir sa famille quelque part un peu plus loin. Et puis ensuite, les prélèvements sur les vols simples 3 et 4, donc c'est-à-dire l'aller-retour suivant, eh bien, c'est de l'ordre de 50 euros. Et ensuite, le vol d'après, enfin, l'aller-retour d'après, 100 euros à chaque aller et retour, etc., etc. De sorte que, effectivement, on se retrouve avec une mesure où on a le droit de faire un aller-retour par an, ce qui n'est pas forcément déjà durable, hein, mais on a le droit de faire un aller-retour par an. Et ensuite, eh bien, on est taxé au prorata du nombre d'allers-retours. Et une telle mesure, en fait, est très intéressante pour à la fois réduire les vols, enfin les émissions. On a mesuré donc en Europe, donc l'Union européenne plus le Royaume-Uni, que on diminuait les émissions de 21% avec un tel mécanisme. Euh, et que, en fait, le coût, enfin oui, l'effort était porté principalement par les catégories les plus aisées, avec en plus donc des revenus qui allaient permettre de financer ben,
la transition, on obtient des revenus grâce à ce type de taxe. Donc voilà, donc ça, je vous renverrai dans les ressources que je vous ferai parvenir après la formation. Je vous renverrai le lien vers l'étude si ça vous intéresse d'aller la voir et de comprendre aussi la faisabilité juridique puisqu'elle a été évaluée par un cabinet de juristes indépendants. Bah merci Léo, super. Donc, vous l'avez dans le chat pour celles et ceux qui veulent. Et donc, ce qui est intéressant avec cette taxe, c'est surtout les résultats. Donc, la réduction d'émissions se voit tout de suite à court et moyen terme. C'est légalement possible dans l'Union européenne, mais aussi au niveau national. Et c'est plus acceptable socialement qu'une augmentation générale des taxes, bizarrement. Enfin, non, pas bizarrement, mais on a l'impression que du coup, c'est plus juste. Donc, on veut bien que les autres soient taxés et pas nous. Et c'est plus acceptable socialement aussi qu'un certain nombre de mesures très contraignantes comme un plafonnement ou bien des quotas par personne, bien évidemment. Et ça protège quand même l'accès à l'avion pour des personnes à faible revenu qui seraient des passagers peu fréquents de l'avion. Et ça permet donc de lever des fonds importants, par exemple pour la transition écologique. Il faudrait voir à quoi ça pourrait servir. Mais le problème, c'est que ça n'est pas suffisant. Il faudrait la coupler avec d'autres mesures politiques plus ambitieuses. Et le problème, c'est que si on l'appliquait à l'échelle mondiale, eh ben, un vol par an par personne, c'est déjà beaucoup trop. Ça mangerait la totalité du budget carbone restant. Donc voilà, donc ça, ce sont les mesures fiscales. C'est intéressant à avoir en tête parce que ça permet de mieux comprendre pourquoi l'aviation est aussi dynamique et pourquoi cette croissance-là, on n'arrive pas à l'heure actuelle à la contrer. Pour autant, à Stay Grounded, on pense que ce n'est pas suffisant d'avoir des mécanismes fiscaux et qu'il faudrait aussi avoir des mécanismes plus contraignants. Et c'est pour ça que j'ouvre ce chapitre sur le plafonnement et les interdictions. Alors, quel type de plafonnement on aimerait mettre en place? Je vais passer cette slide-là pour aller un peu plus vite. Alors, Julie nous dit, la taxe pourrait également s'appliquer aux vols transatlantiques au départ de l'UE ou uniquement aux vols intra-UE. Sur la taxe en voyageurs aériens, c'était au vol au départ de l'UE. Donc, je crois que ça s'appliquait. Enfin, à partir du moment où on est sur une taxe sur les billets, en fait, elle s'effectue, il y a pas de, enfin, s'effectue sur le départ, sur l'aéroport de départ. Donc, elle est perçue directement dans le pays concerné. Par contre, elle ne s'effectue pas forcément au retour. C'est une très bonne remarque. Type d'interdiction et de plafonnement. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait faire? On pourrait interdire les vols court courriers, on pourrait interdire les vols de nuit, on pourrait interdire les jets privés, on en a déjà un tout petit peu parlé, et on pourrait aussi mettre des limites, donc des plafonds spécifiques aux aéroports, soit sur le nombre d'aéroports, soit sur les émissions de CO2, aussi sur le bruit d'ailleurs, et des plafonds spécifiques par ville, par région ou bien par personne. Tout ça, c'est possible. Vous vous souvenez peut-être de Jean-Marc Jancovici qui avait défrayé la chronique en disant qu'il avait fait ses calculs sur un coin de table et que on ne pouvait faire que 2 allers-retours par vie, 4 vols par vie. Et il avait dit ça sur France Inter devant un panel de journalistes outrés parce que eux prennent beaucoup plus l'avion que ça en une année. Bref, donc un exemple important, c'est l'exemple d'Amsterdam Schiphol. Donc en gros, c'est le premier aéroport à faire plein de trucs super, même si c'est pas suffisant, mais c'est déjà très intéressant comme exemple, puisque Amsterdam Schiphol, qu'est-ce qui s'est passé? Donc j'ai dit un des trucs tout à l'heure, donc vous pouvez me le ressortir dans le chat s'il vous plaît pour voir qu'il y en a qui suivent. Et peut-être que vous savez les autres choses. Allez-y, je vous laisse participer un petit peu pour vous réveiller, vous dynamiser. Il n'y a personne. Bon, ce qui s'est passé à Amsterdam Schiphol, interdiction des jets. Oui, merci Claire, super. Mais aussi, donc pas seulement une interdiction des jets, mais aussi un plafonnement du trafic. Limitation du trafic de nuit, oui, Jean, merci. Et le plafonnement, donc c'est-à-dire la réduction. Au début, on avait 500 000 mouvements à Amsterdam par an.
et ils ont réduit ça à 440 000 vols par an, soit une réduction de 12%. Ce qu'il faut savoir, c'est que Amsterdam, c'est à peu près le trafic de Roissy. Donc en fait, si c'est possible à Amsterdam, c'est possible à Roissy. Surtout qu'on est à peu près, enfin, on est vraiment compatible avec la réglementation européenne. Mais ce qu'a fait Amsterdam, et ben, pour l'instant, on n'est pas sûr que la France soit prête à le faire, puisqu'effectivement, même si euh, c'est une campagne qu'on a menée en 2024, en 2023 et 2024 pour essayer ben, d'ancrer cette victoire de Schiphol vers Roissy, on n'a malheureusement pas réussi. Donc, et puis pour le moment, il y a des rebondissements aussi à Amsterdam qui laissent craindre que le trafic puisse réaugmenter. Mais en tout cas, c'était vraiment une décision particulièrement intéressante qui a été prise à la fois par l'aéroport d'Amsterdam, mais aussi par le gouvernement euh, néerlandais. Donc, en fait, ce qui s'est passé à l'origine de cette victoire, c'est qu'il y avait une pression pour réduire les vols depuis les années 1970, en particulier à cause du bruit et de la pollution atmosphérique. Et il y a eu pas mal de procès qui se sont enchaînés. En 2022, le ministre des Transports néerlandais annonce donc une réduction de 12% d'ici à 2024. Et malheureusement, donc ce sont les rebondissements dont je parle, Jean. Eh bien, 15 compagnies aériennes et organisations de l'aviation civile ont poursuivi le gouvernement en justice et obtenu gain de cause. Il y a eu aussi la pression des États-Unis. Et donc, en fait, le nouveau plan de réduction est passé de 440 000 à 485 000. Et entre-temps, il y a eu aussi la Commission européenne qui a été appelée à statuer et qui a dit que c'était OK de faire ça, malgré la pression des États-Unis. Mais donc le problème, c'est que maintenant, on s'aperçoit qu'il y a encore des projets d'augmentation du trafic à Amsterdam. Et là-dessus, si vous voulez en savoir plus, eh ben, il faudra qu'on demande à mon collègue Lounès, parce qu'il a des infos plus récentes que moi sur le sujet, parce que je n'ai pas toujours un œil sur les Pays-Bas. En revanche, j'ai un œil sur, sur Paris. Il faut savoir que bah, à Paris, il y a eu un truc un peu chouette qui s'est passé en 2023, en juin 2023. C'est que la ville de Paris, le Conseil de Paris, a adopté un vœu pour le plafonnement du trafic aérien à Paris. Et donc, en fait, enfin, c'est une motion qui était portée par les écologistes, mais qui a été votée au Conseil de Paris. Sauf que malheureusement, les élus parisiens n'ont quasiment aucun pouvoir pour légiférer enfin, pour légiférer, pour oui, contraindre le trafic à Roissy. Et donc, ce vœu est en quelque sorte une manière de juste dire on va tenter de faire d'intercéder auprès d'ADP, donc Aéroport de Paris, pour que ces projets d'extension de l'aéroport, d'augmentation du trafic ne voient pas le jour. Mais pour le moment, eh bien, ça n'est pas concluant, puisque ce qu'on constate, c'est qu'il y a donc un projet d'augmentation, enfin, un projet d'extension d'aéroport à Roissy qui vise bah, quand même une augmentation significative du trafic. Euh, il serait aussi possible, donc si on n'arrive pas à plafonner le trafic aérien aéroport par aéroport, d'interdire un certain nombre de vols courts courriers, quand c'est possible de passer au train, au bus ou à d'autres modes de transport. En général, ce sont des mesures qui sont plutôt bien acceptées par le public et en plus enfin, qui fonctionnent. Le réseau Action Climat avait montré donc en 2021, où la Convention citoyenne pour le climat avait proposé de supprimer les vols courts faisables en moins de 5 heures en train en France. Et il se trouve que eh bien, le réseau Action Climat avait publié un rapport qui montrait que une telle interdiction était possible même sans rajouter des trains sur les voies, enfin, que les trains existants pouvaient absorber le surplus de trafic. Donc c'était quand même assez intéressant de voir qu'il n'y avait pas besoin de beaucoup pour pouvoir euh, bah, faire un changement. Je pense que maintenant, comme le trafic a pas mal augmenté, enfin, il n'augmente pas tant que ça sur les vols internes, mais c'est vrai que ce serait intéressant de revoir si c'est possible ou non. Et dans tous les cas, c'est intéressant parce que ça provoque la fermeture de certains aéroports régionaux qui sont totalement inutiles
Et en France, il faut savoir que quand même, on a l'un des maillages aéroportuaires les plus denses comparé à d'autres pays européens. Euh, voilà, le problème des vols court courriers, c'est que c'est quand même pas non plus les vols les plus émissifs. Enfin, alors attention, c'est, disons que dans l'ensemble des émissions de l'activité aérienne commerciale, effectivement, les vols européens ne représentent pas une très grande part. Les vols, voilà. Pour autant, les vols court courrier sont quand même les plus émetteurs par rapport aux autres vols parce que c'est surtout la phase de décollage qui consomme beaucoup de kérosène et qui émet beaucoup, et aussi la phase d'atterrissage. En gros, la phase de croisière, elle est moins significative dans l'ensemble du trajet de l'avion. Et donc, c'est vrai que si on supprime les vols court courrier, ben, on supprime quand même des vols qui sont pas très efficaces globalement. J'espère que c'est clair ce que je vous raconte. Enfin, je crois être claire, mais en même temps, je suis de plus en plus fatiguée. Donc, si vous n'avez pas compris cette explication, n'hésitez pas à me le dire. Voilà. Donc, les interdictions de vol, eh ben, en gros, elles peuvent être faites sous différentes formes. Et en France, c'est vrai que ça a fonctionné dans le cadre de la loi climat et résilience, mais ça a fonctionné et ça a accouché d'une souris. On a interdit les vols super court courriers ou enfin, les, les vols rikiki, j'ai envie de dire, puisque ce qui s'est passé, c'est que euh, les citoyens de la Convention citoyenne pour le climat souhaitaient qu'on interdise les vols faisables en moins de 5 heures en train. Ce qui s'est passé, c'est que ça a été raboté, raboté et re-raboté. Et au final, on est arrivé à l'interdiction des vols faisables en moins de 2 heures en train. Et en plus de ça, ce qui s'est passé, c'est que les décrets d'application ont fait que quand une gare TGV existe quelque part, eh bien, pardon, quand une gare TGV existe dans un aéroport, eh ben, c'est elle qui est prise comme point de départ et d'arrivée. Et donc, ça a résulté en l'interdiction de seulement 3 vols en France. Le Nantes-Orly, le Bordeaux-Orly et je ne sais plus quel autre. Ça, c'est vraiment absolument ridicule euh, par rapport à une mesure qui aurait pu être particulièrement significative à la base si on l'avait adoptée telle que proposée par la Convention citoyenne pour le climat, sans filtre, comme disait Emmanuel Macron. Donc voilà. Mais ce qui est intéressant avec cette mesure, en tout cas, c'est qu'elle crée un précédent politique et qu'elle prouve la légalité de l'interdiction des vols court courriers en Europe. Et donc, je sais que certains partenaires européens, notamment en Espagne, essayent de nous emboîter le pas et de faire supprimer quelques vols pour justement créer un effet d'entraînement et arriver à reproduire cette dynamique-là aussi en Espagne. Enfin, les jets privés, donc on en a déjà un petit peu parlé. Effectivement, le principal problème, le scandale, c'est que les jets privés sont particulièrement émetteurs, qu'ils sont 20 à 30 fois plus polluants qu'un avion normal, enfin que la place dans un avion, et que leur croissance est vraiment, enfin, ils sont en plein boom, quoi. Un avion sur 10 qui décolle en France est un jet privé. Euh, et donc, on aimerait bien les voir interdire. Mais effectivement, le problème, c'est que eh bien, les décideurs politiques sont souvent aussi les personnes qui les prennent. Et donc, on constate une difficulté particulière à aller sur ce terrain-là. Ou en tout cas, ils sont. Enfin, voilà. Il y a pas. Vous vous souvenez peut-être de Jean Castex quand il était Premier ministre et qu'il avait pris du coup un avion pour aller voter à Prades, donc un Falcon du gouvernement. Et qu'on avait donc fait une pétition pour lui demander de faire une procuration. Et qu'il avait. Bon, il avait botté en touche, mais c'était quand même intéressant parce que ça avait provoqué un peu de remous autour des jets privés. Ou bah, roue à peau, tout à fait. Leonardo, tu demandes qu'en est-il des avions cargo? Je ne suis pas sûre de comprendre la question. Tu voudrais les interdire, c'est ça? Euh, Moi, je veux bien. Non.
Euh, et donc, je vais parler des vols de nuit et tu peux me répondre dans le chat pendant ce temps. Effectivement, les vols de nuit sont les plus préjudiciables pour la santé des riverains et des riveraines qui subissent quotidiennement les effets des vols de nuit. Et du coup, c'est aussi une mesure qui serait bénéfique de supprimer, d'interdire les vols de nuit sur les aéroports et de reporter les vols, puisqu'en fait, il n'y a pas de raison non plus d'être... Enfin, vous commencez à comprendre la position du réseau Stay Grounded. L'idée, c'est d'essayer d'avoir une vie qui est plus en phase avec notre environnement et le monde dans lequel on est, et pas du coup courir tout le temps après la montre. Et donc, c'est vrai que on pense qu'il faudrait justement restreindre les vols, en particulier les vols les plus nuisibles, et essayer euh, de faire moins. euh, voilà. Voilà, je crois que je vous ai tout dit là-dessus. Et enfin, dernière chose, mais peut-être la plus importante, et il faut que je me presse parce qu'ensuite je dois vous présenter mes deux invités. Mais peut-être l'une des plus importantes des choses à faire en tout premier, si on ne veut pas que le trafic aérien augmente, pardon, si on ne veut pas que le trafic aérien, si on veut, attendez, si on veut que le trafic aérien diminue, il faut déjà de base commencer par ne pas l'augmenter. Et donc, ça signifie stopper les extensions d'aéroports. Donc, c'est vrai qu'on est un réseau qui, à la base, a de nombreux membres qui sont des membres qui luttent contre des extensions d'aéroports ou contre de nouveaux aéroports. Et donc, voilà, l'idée, c'est de stopper ces infrastructures qui permettent en fait l'augmentation du trafic, puisque vous le savez, c'est comme absolument pour tous les autres modes de transport, quand une infrastructure existe, alors elle est utilisée. Donc, s'il y a un aéroport, alors il va être utilisé et il va y avoir des avions qui vont en décoller et y atterrir. Et donc, quelques exemples de lutte sur des aéroports avec des projets aéroportuaires, donc des projets d'extension d'aéroports principalement en Europe, mais pas seulement. Alors, le problème de cette slide, c'est qu'elle est très obsolète, puisque ce qu'on constate, à part pour Notre-Dame-des-Landes, donc pour Nantes, euh, absolument tous les projets, enfin, en gros, tous les projets d'extension d'aéroports qui ont pu être stoppés dans les années précédentes, euh, revoit le jour sous une nouvelle forme. Alors, ce que j'ai envie de vous dire là-dessus, c'est que, donc à Roissy, c'est le cas. On avait gagné en 2021 et là, en 2025, ils ressortent un nouveau projet des cartons. Ce que j'ai envie de vous dire, c'est que certes, ça ressemble à une défaite parce qu'on a l'impression qu'ils arrivent, on a stoppé quelque chose et ils arrivent avec leurs gros sabots et ils recommencent. Mais ce qu'il faut savoir, et qui est quand même assez intéressant, c'est que le projet de Terminal 4 à Roissy en 2021, eh ben, c'était le double du projet qu'ils sont en train de proposer. Donc même si on n'est pas en train de gagner, parce que ce sera toujours plus d'émissions qui sont en train de nous proposer. Attendez, j'ai pas dit qu'on a perdu sur ce front-là, hein, mais imaginons que ça se fasse, en fait, on aura déjà gagné au moins cette moitié d'émissions-là. Mais voilà, il faut se dire qu'on a déjà gagné quelque chose, on a ancré le fait qu'ils vont commencer à proposer des projets de plus en plus petits. Et donc, l'idée, c'est de rester mobilisé, de continuer à se battre pour stopper également ces projets-là. Donc voilà le message que j'avais envie de vous faire passer sur ce sujet-là. Et puis par ailleurs, il faut promouvoir les alternatives, puisque effectivement, si les gens n'ont pas de moyens de se déplacer autrement qu'avec un avion, ils vont pas pouvoir, enfin, ça va pas être possible d'avoir un report. Et donc, promouvoir en particulier le train de nuit, qui peut remplacer un grand nombre de trajets qui a de nombreux atouts parce qu'il permet de se reposer ou d'arriver très confortablement dans une autre ville qui malheureusement est pas mal démantelé en ce moment. Vous avez sûrement suivi la campagne de l'année dernière pour le maintien du Paris-Vienne, Paris-Berlin, qui malheureusement n'a pas été victorieuse. Si ça vous intéresse de vous mobiliser sur le sujet, je vous invite à suivre le travail qui est fait par notamment Oui au train de nuit, donc qui est membre de Rester sur Terre, pour soutenir en fait les différentes mobilisations qu'ils font. En particulier, ils demandent aux élus locaux de soutenir, de demander à l'État de financer le train de nuit.
Et en général, c'est plutôt des mobilisations qui sont sympathiques et qui sont aussi très positives, puisque quand on lutte contre quelque chose, c'est toujours un peu dur. Enfin, on est dans l'adversité. Quand on lutte pour quelque chose, on a aussi l'impression parfois que les choses avancent plus vite. Donc voilà, grosso modo, vous dire que nos revendications, elles peuvent prendre de multiples formes, qu'il n'y a pas une seule solution miracle, que pour l'instant, on est très loin des mesures qui seraient nécessaires pour véritablement avoir un impact bénéfique et pour obtenir une réduction d'émissions du trafic aérien, et que de toute façon, toutes ces mesures, elles passent par la réduction d'émissions, passe par la réduction du trafic aérien, il n'y a pas d'autre choix. Avec donc différentes mesures réglementaires ou fiscales. Les trains de nuit ont été supprimés chez nous. Donc oui, il faut j'ai déjà répondu à ces questions, mais oui, il faut aller voir Oui au train de nuit. Je vous partage leur contact un peu plus tard. Je suis navrée, j'ai dépassé un peu ce que je voulais faire parce que maintenant, je veux vraiment vous partager le témoignage d'Alexis qui va nous parler donc des, donc, comment réduire le trafic aérien de manière juste et efficace? Je pense que c'est très important d'avoir ce mot en tête, juste et efficace. Et donc, je vais lancer. Alors, je vais changer de partage un instant. Hop, partager l'audio et voici la vidéo. Alors, c'est un artifice de la technique, mais vous allez me voir à 2 reprises. Alors, j'ai le même pull et la même écharpe, comme ça, vous n'êtes pas perdu. Euh, mais je ne suis pas la même personne. Vous me dites si vous n'entendez pas, vous criez très fort. Hop. Réseau Action Climat, qui va nous parler donc de ce fameux rapport Comment réduire le trafic aérien de manière juste et efficace. Je te laisse la parole, Alexis. Et ben bonjour tout le monde. Donc Alexis Chaillot, moi je travaille au réseau Action Climat qui est la fédération, en tout cas le réseau des principales ou de beaucoup d'ONG environnementales. Je travaille sur l'aérien et le ferroviaire, donc je vais vous parler un petit peu de ferroviaire aussi en fin de présentation. Là l'idée c'est vraiment de vous présenter le rapport qu'on a fait en 2024 que moi j'ai coordonné. Qui s'appelle Comment réduire le trafic aérien de manière juste et efficace. Alors pour vous en dire un petit peu plus sur le titre, euh, il part du principe que le secteur aérien, notamment le secteur aérien international, est un des seuls secteurs qui a pas, non seulement qui a pas commencé à baisser ses émissions, mais qui augmente ses émissions année après année, si on enlève les crises. Donc là, ça s'arrête en 2017 ou en 2018, je crois. Mais bon, ce serait pareil si on continuait la courbe, modulo quelques crises du genre attentat de 2001 ou crise du Covid. En fait, la tendance, elle est quand même à la hausse pour le trafic et pour les émissions, parce que vous savez que les gains de performance énergétique ont été tous dépassés par la hausse du trafic. Résultat, les émissions continuent d'augmenter année après année. Euh, on rappelle en introduction du rapport que, en fait, toutes les modélisations sérieuses sur le sujet montrent que il faudra réduire le trafic aérien pour atteindre les objectifs de l'accord de Paris. L'industrie veut nous faire croire l'inverse, ça veut dire veut nous faire croire que finalement, en mobilisant des aéronefs plus efficaces, des biocarburants, des carburants de synthèse, ça va suffire. Mais ça, c'est complètement erroné, quoi. Donc nous, en intro, on a un peu poussé ce sujet des solutions technologiques de côté en disant ce sera intéressant, il faudra évidemment, s'il y a un avion qui est plus efficace, il faudra les utiliser. Mais c'est pas là que ça se joue aujourd'hui. Aujourd'hui, il faut baisser le trafic aérien. En tout cas, c'est la priorité et c'est la seule mesure qui est indispensable. Et de manière juste et efficace, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous les usages de l'avion ne se valent pas forcément. Entre une personne qui va avoir sa famille sur un autre continent parce que la famille a été séparée pour des raisons, enfin pour plein de raisons. C'est un peu différent que si un milliardaire utilise l'avion comme nous on utilise le métro, le bus ou la voiture.
Donc on essaye aussi de se dire, on va essayer de faire peser l'effort de réduction d'abord sur ceux qui utilisent le plus l'avion et ceux qui ont un usage de l'avion le plus discutable, on va dire. Aller voir sa famille qui habite sur un autre continent, ça nous semble un usage légitime. Euh, Faire Paris-Toulouse en avion, prendre son jet privé ou multiplier les week-ends à Rome, à Porto ou à Prague, ça nous semble un petit peu moins. Et du coup, on est allé voir un petit peu qui c'est qui prenait l'avion pour faire quoi, avant de proposer des mesures là-dessus. Du coup, c'est ce premier graphique-là, donc en bleu clair, c'est les passagers aériens, on a pu préciser, et en bleu vert foncé, je sais pas quelle est la couleur exactement, c'est la population française, quoi. Donc comment on peut lire ce graphique? Donc si vous allez voir par exemple cadre à gauche, dans la population générale, on a à peu près 14% de cas de sup, quoi. Par contre, chez les passagers aériens, on est plutôt à 37% des passagers aériens qui sont des cas de sup, quoi. Donc on voit bien qu'en fait, les gens qui prennent l'avion, on voit une surreprésentation des catégories socio-professionnelles les plus supérieures, enfin les supérieures, pardon. À l'inverse, vous allez voir que les ouvriers ou les employés, par exemple, sont moins nombreux parmi les passagers aériens que dans la population générale. Ça, c'est à gauche. Et à droite, vous voyez, à droite, c'est un petit peu le lieu de vie. Et vous voyez là qu'en gros, plus vous habitez dans une grande ville, plus vous êtes propice à prendre l'avion, quoi. Donc là, par exemple, en région parisienne, on voit qu'il y a beaucoup plus la part de franciliens, on va dire, parmi les passagers aériens est beaucoup bien supérieure à la part des franciliens dans la population française. Ce qui s'explique pour notamment pour des questions d'accès aux aéroports. Je précise juste que ces graphiques ont été faits toutes choses égales par ailleurs. Ça veut dire là, par exemple, on parle de la région parisienne. On compare des gens qui ont exactement le même profil en région parisienne et en espace rural. Parce qu'on pourrait se dire, oui, mais c'est normal, il y a plus de cadres en région parisienne. Donc là, on neutralise ça. Voilà, je passe au deuxième. Donc en résumé, c'est globalement des personnes plutôt, on va dire, cas de sup urbains qui prennent l'avion. Et il y a un autre graphique qui le montre assez bien. Donc ça, je vais vous accompagner un petit peu pour le lire. Donc là, on a réparti la population selon 5 quintiles. Donc en gros, à gauche, c'est les 20% les plus modestes. À droite, c'est les 20% les plus aisés parmi la population française. Et au milieu, ben, vous voyez bien l'idée. On a essayé de représenter la part des émissions qui était le fait de ces différents quintiles. Et on a même subdivisé en fonction du type de vol. Nous, on a défini 3 types de vols, donc le vol de loisirs, le vol pour aller voir sa famille et le vol pro, quoi. Première chose qu'on voit automatiquement, c'est que la grande majorité, 75% des émissions liées à l'aérien de la part des Français, c'est les vols de loisirs. Ça, c'est vraiment un truc qu'il faut avoir en tête à partir du moment où on dit qu'on veut décarboner l'aérien, c'est que 75% des émissions sont des vols de loisirs. Donc il y a un moment, il va falloir stopper la croissance des vols de loisirs et progressivement la réduire. Les vols familiaux, ils sont à peu près à, on va dire, entre 10 et 15%. Ils sont plutôt en hausse, mais voilà, ils sont quand même bien en dessous des vols de loisirs. Et surtout, on voit, c'est intéressant, c'est qu'ils sont répartis après équitablement parmi les quintiles. Alors pas exactement, on voit que c'est assez marrant, c'est à la fois les plus modestes et les plus aisés qui ont la famille, enfin, qui prennent l'avion pour aller voir la famille. Une hypothèse, mais c'est vraiment qu'une hypothèse, c'est que si vous êtes très riche, ben, peut-être plus facilement vous allez avoir des opportunités professionnelles ou vos enfants sur un autre continent. Si je caricature, ça va être quelqu'un qui va, voilà, une famille plutôt aisée, dont les enfants vont pas devenir banquier à New York. Et à l'inverse, si vous êtes parmi les 20% les plus modestes, c'est possible que vous soyez issu de l'immigration et donc que vous ayez une partie de votre famille qui soit à l'étranger. Et du coup que voilà, vous utilisiez aussi l'avion. Typiquement, moi j'habite à Marseille. On sait qu'il y a pas mal de vols depuis entre Marseille et l'Algérie, quoi. Parce qu'il y a une grosse communauté algérienne à Marseille.
Et c'est pas forcément les Marseillais les plus riches qui sont d'origine algérienne. Donc du coup voilà, on voit que c'est relativement modeste et que c'est à peu près réparti, en tout cas c'est pas net. Et en revanche, sur les vols pro, pareil, entre 10 et 15% après des émissions. Là, pour le coup, la tendance, elle est très claire. C'est quasiment exclusivement les plus aisés qui prennent les vols professionnels, quoi. On le voit très bien. Donc c'est à droite le quintile 5. Donc voilà, si on résume un petit peu qui c'est qui prend l'avion et pour faire quoi, ce sont des personnes diplômées, aisées, urbaines, qui principalement prennent l'avion pour leur loisir. C'est une autre manière de le montrer. Une fois qu'on a dit ça, on a listé 8 mesures euh, qui, non pas qu'on a inventé ou qu'on a sorti de notre chapeau, mais qui étaient déjà discutées dans l'espace public. Je vais les détailler une par une, mais d'abord, je vous explique un petit peu le principe. On a rien inventé, quoi. On a vraiment essayé d'évaluer des mesures qui étaient déjà dans l'espace public, qui étaient déjà discutées, pour essayer de voir quelles étaient les plus efficaces selon 3 critères. D'abord, l'impact sur le climat, donc la baisse de CO2 du secteur aérien qui serait induite. Ensuite, les recettes fiscales. Pourquoi? Parce qu'on était à un moment où en fait on avait l'impression qu'on pouvait gagner une hausse de la fiscalité aérienne, et donc on trouvait ça intéressant de montrer que les mesures fiscales permettaient notamment de ramener beaucoup d'argent dans les caisses de l'État à un moment où on nous annonce des coupes budgétaires sur plein de domaines. Et la question de la répartition de l'effort, donc ça veut dire à qui on demande un effort supplémentaire. Donc voilà, plus, moins, plus, moins. En l'occurrence, il y a pas de moins parce que toutes les mesures tapent quand même plutôt des personnes aisées urbaines. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure, quoi. Évidemment, c'est pas exhaustif. Une mesure comme par exemple interdire la publicité pour l'aérien, ben, on l'a pas mise parce qu'en fait c'est hyper dur à évaluer en termes d'impact. Ça veut pas dire que c'est pas intéressant. Je pense que enfin ça a un impact et il faut le faire. Juste en termes de modélisation, c'était vraiment pas évident. Ça demandait de faire des hypothèses qui étaient un peu bancales, donc on a préféré ne pas le faire. Pareil sur d'autres mesures, vous irez voir dans le rapport. Donc ça c'est pas du tout exhaustif, hein, encore une fois. Si je les prends une par une, donc relever la taxe Chirac sur les billets d'avion. La taxe Chirac, c'était créé par Chirac quand il était président. À la base, c'était vraiment juste 1 euro pour financer la solidarité internationale. Elisabeth Borne l'avait passé à 2,60 €, notamment avec une partie des recettes qui finançait le train. Et donc nous, on demandait une hausse de cette taxe à un niveau beaucoup plus conséquent, c'est-à-dire ni 1 € ni 2,70 €, mais plutôt 30 € qui correspond à ce que demandait la Convention citoyenne pour le climat. Donc on a calqué un petit peu le barème que proposait la Convention citoyenne pour le climat. Et en plus, c'est un niveau qui permettrait de plus ou moins annuler les effets des niches fiscales aériennes. Donc les niches fiscales aériennes que vous connaissez probablement, qui sont pas de taxe sur le kérosène et pas de TVA sur les billets d'avion internationaux. Euh, et donc là, on a proposé un barème qui permettrait d'annuler un petit peu ces exonérations fiscales-là sans avoir à détricoter tout le système de traités internationaux. Je pourrais détailler si ça vous intéresse. Donc cette mesure-là, elle est intéressante parce qu'elle permet de réduire les émissions de 8%, c'est pas négligeable, et surtout elle ramène beaucoup de fric, quoi. Donc elle ramène quasiment 4 milliards d'euros selon nos estimations. Elle est plutôt juste d'un point de vue répartition de l'effort, même si certaines mesures le sont encore plus. Là, c'est vrai que elle est juste parce que c'est d'abord des personnes aisées qui prennent l'avion. Par contre, elle fait pas vraiment de distinction entre le Marseillais algérien qui rentre dans sa famille euh, et euh, et le gars qui travaille dans la com à Paris et qui multiplie les week-ends à droite à gauche et qui va se faire 2 semaines à Bali, quoi. Tout le monde sera logé à la même enseigne avec cette taxe, raison pour laquelle on n'a pas mis plus ou plus, quoi. Donc ça, j'y reviendrai juste à la fin de la presse parce que on a gagné quelque chose, pas autant qu'on voulait, mais on a gagné quelque chose là-dessus. Le deuxième, c'est une taxe grand voyageur. C'est un peu le même principe. C'est une taxe au décollage par passager. La différence, c'est que si vous prenez l'avion une seule fois dans l'année, la taxe, elle est nulle. Ou elle est très basse, selon les modélisations. En revanche, dès le deuxième voyage, elle est plus élevée. Le troisième, elle est plus élevée. Puis à partir du cinquième voyage,
Là, l'idée, c'est vraiment que qu'on saigne, quoi. On est sur des taxes de l'ordre de 200, 300 euros, pour vraiment avoir un effet sur le prix qui soit dissuasif, ou à minima, si c'est pas dissuasif, au moins que les riches qui prennent l'avion, comme d'autres prennent le métro, puissent contribuer à la solidarité nationale. Et ça, c'est quasiment la plus efficace, pas loin d'être la plus efficace, puisqu'on a une baisse de 13% des émissions de CO2. Euh, on a, pareil, beaucoup d'argent qui rentre, hein, entre 2 et 3 milliards d'euros d'argent qui rentre. Et ça nous semble particulier, enfin, ça nous semble une mesure vraiment de justice parce que voilà, ça pèse beaucoup plus sur les personnes qui voyagent beaucoup. Troisième mesure, bon, celle-là, elle est assez simple, je pense que vous la voyez bien, supprimer les vols courts quand il y a une alternative en train en moins de 5 heures. À l'époque où on a fait la modélisation, on arrivait à une baisse d'environ 5% de CO2. Euh, Pas de recette fiscale, même une très légère baisse, puisque bah, qui dit moins d'avions qui volent, dit un peu moins de fiscalité qui rentre aussi, quoi. Mais bon, c'est assez marginal en termes de montant. Et pareil, en termes de répartition de l'effort, on trouvait ça juste, évidemment. D'autant qu'en plus, c'est quand même beaucoup les personnes pro qui prennent l'avion en France. Enfin, il y a une surreprésentation des profils pro qui sont quand même plutôt des hommes cinquantenaires aisés pour le caricaturer un petit peu. Enfin, c'est pas une caricature, hein. On a les chiffres, je pourrais vous les donner. Juste une mention là-dessus, c'est que depuis quand même le trafic intérieur aérien est en train de baisser de manière assez stable, enfin tendanciellement, quoi. Donc il semblerait que il y ait voilà, une dynamique plutôt à la baisse sur les vols internes, euh, sans qu'on ait forcément à faire de mesures. Donc peut-être que l'impact serait un petit peu plus faible, mais ça veut pas dire qu'il faut pas le faire. Il faut évidemment le faire. Aujourd'hui, on peut encore prendre l'avion, par exemple, entre Paris et Marseille, ça n'a pas de sens du tout. Mesure 4, donc là on a fait, enfin 4 et 5, on a fait deux mesures sur les jets privés. La première, c'est taxer tous les jets privés. Pardon, la première, c'est interdire tous les jets privés. Donc là, vraiment, mesure bête et méchante, hein. T'as pas le droit de décoller pour un aéronef qui en transporte moins de, je crois que c'était 20 personnes qu'on a mis. Donc là, de manière peut-être surprenante, hein, l'impact n'est pas énorme sur le CO2 puisque ça baisse que de 2%. Mais en fait, c'est la part des émissions des jets privés. C'est pas beaucoup d'une manière absolue. Par contre, comme c'est emprunté par très peu de personnes, en fait, si vous ramenez aux personnes, c'est énorme. Euh, Puisqu'on sait qu'un jet privé, en gros, ça pollue 10 fois plus par personne qu'un avion commercial, quoi. Donc ça, pour le coup, ça nous paraît particulièrement juste comme mesure et particulièrement nécessaire. Donc on l'a modélisé. Si un gouvernement n'avait pas le courage de faire ça, une autre mesure qu'on a testée serait de taxer l'aviation d'affaires, donc les jets privés en gros, quoi. Et donc ça ramène un peu d'argent, 100 millions d'euros. Pour le niveau qu'on a choisi, ça pourrait être plus si on avait choisi plus. En revanche, en termes d'impact sur le trafic, je pense on est raccord que qui prend un jet privé, même s'il doit payer 100 euros de plus ou 200 euros de plus, il prendra quand même son jet privé. Donc ça a quand même pas vraiment d'impact sur le trafic. Voilà. Ça, c'est une mesure qu'on a gagnée aussi. Ça, je vous en parlerai à la fin. Donc plafonner le trafic à la baisse. Plafonner, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on essaye de limiter le nombre d'atterrissages et de décollages. C'est une mesure qui est portée notamment par les riverains d'aéroports qui n'en peuvent plus de se faire survoler par des avions. On a pris le chiffre de moins 20%. Qui est la demande des associations et climat et des collectifs de riverains. Et ça, bah, c'est assez magique, hein. Vous plafonnez le trafic à la baisse. Alors pourquoi ça baisse pas de 20%? Parce qu'en fait, on s'est dit que si le trafic baissait, probablement, il baisserait d'abord sur les vols court courrier, puisque les vols long courrier, on peut pas faire autrement. Donc du coup, la baisse n'est pas de 20%, mais elle est quand même de 14%. C'est quand même considérable. Voilà. Par contre, c'est relativement aveugle. Là aussi, c'est une mesure réglementaire. Donc voilà, on a mis que plus et pas plus ou plus quoi. Euh, voilà, supprimer les niches fiscales sur les vols intérieurs. Donc ça, c'est juste petite parenthèse. Les deux niches fiscales dont je vous parlais, donc pas de taxe sur le kérosène et une TVA à 0% sur les vols internationaux et 0% et 10% sur les vols internes. On peut pas changer ça
pour les vols internationaux directement. On est obligé de faire l'astuce de la taxe Chirac dont je vous parlais tout à l'heure. Donc, on peut le faire, mais c'est juste une autre modalité. Par contre, sur les vols intérieurs, on peut le faire. C'est-à-dire que dès demain, le gouvernement pourrait dire, je mets une taxe sur le kérosène et je mets une TVA à 20%. Donc ça, on l'a modélisé, ça, c'est quand même pas négligeable parce que ça, bon, ça baisse un petit peu le trafic, pas énorme, mais surtout ça ramène quand même 400 millions d'euros, 400 millions d'euros. Avec cette somme-là, on pourrait multiplier par 6 le nombre de trains de nuit en France, quoi. Juste pour voilà, pour donner un ordre de grandeur de ce que ça représente, quoi. Huitième et avant-dernière mesure, instaurer un quota. Ça, c'est vraiment l'idée un peu que Jean Covici avait poussé dans le débat public et que nous on portait aussi, enfin on discutait déjà depuis longtemps. Chacun aurait le droit à un seul aller-retour par an et par personne dans l'avion. C'est déjà en vrai trop par rapport à ce qu'on pourrait faire si tout le monde faisait un aller-retour par an. C'est une catastrophe. Mais si on avait ce quota, comme il y en a qui font beaucoup plus aujourd'hui, en fait, on arrive à écrêter une partie du trafic et à baisser les émissions de l'ordre de 16%. Donc c'est voilà, ça fait partie des trois mesures qui sont les plus efficaces. C'est la mesure la plus efficace, hein, sans surprise. Et celle-là nous paraît particulière, elle nous paraît juste parce que, encore une fois, ça touche les gens qui prennent l'avion régulièrement, et donc pas tout le monde de manière indifférenciée. Enfin, dernière mesure, mettre fin au système de miles. Donc les miles, c'est typiquement Air France qui va valoriser le fait de prendre l'avion et qui va vous offrir des bons d'achat pour reprendre un billet d'avion, par exemple. Donc ça nous semble, voilà, ça nous semble une évidence et particulièrement juste puisque les gens qui sont éligibles à ce système-là sont des gens qui prennent énormément l'avion. Et ça n'a pas vraiment de sens d'encourager à prendre un mode de transport polluant. En revanche, l'impact sur le trafic serait quand même assez faible, d'autant qu'on a eu des retours d'Air France depuis la publication du rapport, et potentiellement il faudrait diviser ce chiffre par 4 ou 5. Donc voilà, c'est pas cette mesure-là qui changera énormément. Par contre, voilà, comme toutes les mesures qu'on a proposées, elles me semblent pertinentes d'un point de vue justice sociale et aussi symbolique, hein. Je pense qu'il faut vraiment avoir en tête ça. Peut-être juste pour, avant de finir, vous dire que on a mis dans le rapport aussi ce qu'ont fait d'autres pays. Donc à droite, c'est sur l'aérien, par exemple. À Amsterdam, ils ont plafonné le trafic aérien. Alors maintenant, à des nouvelles, ils ont pas plafonné autant que prévu initialement. Ils sont passés en gros de 500 000 à 480 000. Mais bon, ça reste un aéroport majeur de la taille de Charles de Gaulle qui décide non seulement de se mettre une limite, mais de se mettre une limite plus basse que ce que le trafic a déjà été. Donc était avant le Covid. Donc c'est que ça reste quand même un exemple intéressant. Et puis au Royaume-Uni, par exemple, au Royaume-Uni, on a des taxes qui est de l'ordre de 110 euros pour un vol en dehors de l'Union européenne par passager. Aux Pays-Bas, on a une taxe qui est de l'ordre de 30 euros pour un vol dans l'Union européenne. Donc voilà, c'est les niveaux vers lesquels, que nous on demande, qui sont pas du tout aberrants puisque d'autres pays le font déjà. Donc, voilà. On est loin de proposer des choses qui sont pas possibles et pourtant ça permettrait de ramener plein de fric pour financer notamment le ferroviaire. Et donc dans le ferroviaire, on a listé d'autres propositions, les tickets climat en Allemagne, l'Autriche qui investit massivement dans les trains de nuit, ou l'Italie qui a baissé ses péages ferroviaires, qui est une manière de subventionner le TGV. Un dernier mot pour vous dire que donc, sur cette fameuse taxe sur les billets d'avion, ou taxe Chirac, là c'est le tableau qui est dans le rapport sur la comparaison des principaux pays aéroportuaires en Europe. On voyait que la France était loin derrière. Donc la France était le pays qui finalement avait la taxe la plus basse, contrairement à ce que nous disait le lobby. On était à 3 euros pour les vols européens et en gros 7 ou 8 euros pour les vols en dehors de l'Union européenne. Là, grâce à la mobilisation de différentes ONG l'année dernière, on a obtenu une hausse de la fiscalité et grâce aussi, entre guillemets, à la situation budgétaire qui fait qu'ils cherchaient de l'argent, on a obtenu une hausse de cette taxe qui est passée en gros, qui a augmenté de 4 euros sur les vols européens, qui a doublé à peu près sur les vols moyens courriers, et la hausse la plus sensible, c'est sur les vols long courriers où voilà, on est encore très loin de ce que fait le Royaume-Uni, mais voilà, on commence à être sur des montants qui sont un peu moins ridicules. Ça reste beaucoup plus bas par rapport à ce qu'un long courrier pollue. Mais bon, les victoires sont suffisamment rares pour pas qu'on s'en félicite.
Et cette année, le lobby a essayé de revenir dessus, n'a pas réussi. Donc a priori, c'est quand même bien installé. Là, on aimerait continuer à augmenter cette taxe, même si on a des adversaires féroces en face. Voilà, et vous dire que depuis, les Pays-Bas et l'Allemagne ont aussi changé leur fiscalité. Les Pays-Bas à la hausse pour les moyens et longs courriers, donc ils vont arriver à des niveaux de l'ordre de 50 euros pour les moyens courriers et 80 euros pour les longs courriers. En revanche, l'Allemagne va baisser sa fiscalité suite à la mobilisation de la droite allemande et du lobby aérien allemand, quoi. Quelque chose de l'ordre de, on va repasser à 30 euros, je pense, pour les moyens courriers et 60 euros pour les longs courriers, quoi. Donc ça reste plus que la France à la fin, mais, euh, mais que vous ayez en tête. Voilà rapidement, et je vous invite vraiment à aller voir le rapport parce qu'il y a plein d'autres choses que j'ai pas détaillées qui sont mentionnées dedans. Voilà, hop, voilà, merci. On dira merci à Alexis, qui pouvait pas être là ce soir parce qu'il était du coup à la présentation du rapport d'Aérodécarbo et du Shift Project. J'espère que c'était intéressant comme complément par rapport à du coup tout ce que je vous ai raconté tout à l'heure. Si vous avez des questions à adresser à Alexis, n'hésitez pas à me les mettre dans le chat. Comme ça, je peux éventuellement lui partager. Et puis, je vais vous proposer du coup de laisser la place à Mira du réseau Stay Grounded, donc qui s'occupe de l'animation du réseau en particulier, mais de plein d'autres choses et qui vient de Vienne pour nous parler de la campagne Red Lines for Airports. Donc, c'est une campagne qui veut dire à peu près ligne rouge pour les aéroports, pour vous expliquer un peu ce qu'on a en tête avec le réseau Resté sur Terre dans les prochains mois. Alors, Florence nous dit, autrefois, il existait des trains auto, on prenait le train avec sa voiture comme sur les ferries. Bah oui, non, ça c'était vraiment super parce que ça permettait de limiter les émissions de la bagnole qui... J'ai déménagé comme ça de Lyon à Nantes à l'époque, mais bah oui, maintenant ça n'existe plus et c'est dommage. Je vais donc voir si... Alors, il faut que j'arrête de partager mon écran, pardon. Hop, j'arrête le partage. Est-ce que Mira, tu peux prendre la main? Pas de questions? Oui, je Oui, super. vous Bah, je m'écoutez te bien? laisse. On t'entend bien. C'est bon. Très bien. Alors, merci beaucoup. Merci pour l'invitation. Je vais juste partager mon écran. Et oui, c'est un plaisir de vous joindre ce soir pour parler un peu de notre projet prioritaire comme raison, qui s'appelle les lignes rouges pour les aéroports. Et on a utilisé cette métaphore bien pour dire qu'il faut tracer des limites. Il faut tracer des limites à l'extension des aéroports et aux capacités. Et oui, comme Charlène a déjà dit, je viens de Vienne, en Autriche, et désolée pour mon français. Alors, n'hésitez pas de demander si vous avez des questions, des compréhensions. Bon, je suis une des cofondatrices des réseaux de Stay Grounded et aussi militante à Vienne, où on a récemment aussi fêté finalement l'abandon de cette plan d'extension de l'aéroport de Vienne avec une troisième piste. Et oui, après des années de campagne. Et bon, euh, depuis du début, dès le départ de Stay Grounded, c'était très important pour nous de faire cette connexion entre les luttes locaux contre les aéroports. Et c'était un élément très central dans notre réseau. Et vous voyez en bas une photo à la gauche qui vient d'une mobilisation contre l'aéroport de et son monde à Notre-Dame-des-Landes. Et cette lutte et sa déclaration de ni ici ni ailleurs, ça nous a inspiré aussi beaucoup dans notre création des réseaux. Et dans ces dernières années, nous avons analysé un peu dans notre réseau européen comment augmenter la pression pour contraindre les aéroports en Europe.
Vous avez déjà écouté un peu des plafonnements et des différentes mesures de limiter en fait la capacité et cette inspiration aussi des cas de Schiphol en Amsterdam nous a fait aussi beaucoup penser comment répliquer cette lutte et comment vraiment baisser la capacité des aéroports. Et en fait, on avait un processus dans notre réseau et ces discussions se sont concrétisées dans un groupe de travail pendant notre conférence stratégique l'année dernière en Barcelone. Vous voyez une photo en bas à la droite. C'était un groupe de travail de 3 jours avec les personnes en ligne et en personne qui se rejoignaient avec beaucoup de luttes locaux contre les aéroports qui se rejoignaient. Et après, on a développé ces projets cadres qui incluent 6 stratégies pour renforcer notre mouvement et pour réduire le trafic aérien. Et alors, pourquoi on a l'analyse qu'on se trouve dans un moment clé, un moment assez difficile. D'une partie, on voit la réalité de la crise climatique qui s'accélère et qui vient de plus en plus dur chaque jour. Et au même fois, il y a aussi beaucoup des autres réalités de la vie qui touchent aux gens. C'est pas seulement la justice climatique qui est le seul sujet dans la vie des personnes. En fait, il y a aussi les questions de coût de vie et beaucoup des autres questions. Et on veut aussi connecter les luttes aéroportuaires avec les réalités de la vie, comme par exemple le tourisme de masse, la santé, l'agriculture et l'eau, et faire plus de connexions avec les luttes réelles. Et aussi, prendre plus d'efforts pour l'organisation communautaire. En fait, oui, on voit ça aussi comme un élément clé dans cette époque où on voit un glissement contre la droite et aussi des gouvernements de plus en plus autoritaires. Et alors, c'est un peu de ces analyses que cette nouvelle projet s'est développé. Et attendez, je vais juste vérifier qu'est-ce qu'il y a dans le chat. Ah, c'est bientôt fini. Oui, je vais faire vite fait. Alors, il y a des éléments clés. Une est le travail communicatif, d'échanger aussi un peu le débat. C'est aussi que Alexis a mentionné, non, que c'est important d'avoir cet élément de justice dans les mesures et on veut aussi changer comment on parle sur l'aviation et la réduction aéroportuaire. Alors, euh, prendre un message clé qui est fondé dans la justice. Alors, notre message clé sera, nous voulons tous et toutes un futur juste et durable et c'est le secteur aérien qui détruit ce futur. Et c'est pourquoi nous devons tracer une ligne rouge pour les aéroports pour immédiatement réduire les au minimum. Et après, c'est aussi, on a aussi un élément de travail juridique de plaidoyer. C'est aussi une réponse à des analyses de beaucoup de notre lutte membres qui ont dit qu'il fallait avoir un peu plus de partage d'expérience, en fait, des avenues juridiques qui existent. Et on est dans ce moment en train de créer une boîte à outils avec Opportunity Green qui sont des experts juridiques qui nous aident à analyser très bien les expériences passées et aussi on va collectionner un peu des études des cas et aussi des contacts qui veulent offrir leurs expériences. Et avec des autres réseaux et des autres organisations qui font plus de travail plaidoyer. On va aussi identifier des possibilités au niveau européen
pour enfin créer plus de pression ensemble. Et aussi, un autre élément, c'est des événements locaux, parce que on pense aussi que c'est très important de réunir et de renforcer les liens entre les militants. Et notre objectif avec ces événements locaux, c'est de renforcer l'action locale contre les aéroports avec des différents ateliers qu'on est en train de développer. Il y aura un peu aussi un atelier que vous connaissez un peu la base, c'est l'atelier sur l'aviation et les justice climatique, comment parler et quelles sont les connexions entre le- l'effet de serre et la justice climatique et l'aviation, mais aussi comment lutter légalement contre les aéroports, des entraînements pour des actions directes et aussi euh, un autre élément qui sera l'organisation communautaire. Et qu'est-ce que c'est ou pourquoi ça va faire une partie importante aussi de ce projet? C'est ce qu'on a vu dans beaucoup de luttes locales aussi, c'est qu'on a, qu'on a essayé de convaincre ceux qui sont déjà convaincus mais pas de vraiment obtenir une majorité qui vit autour des aéroports, par exemple. Alors, il existe des outils, des organisations communautaires pour vraiment développer des campagnes en collaboration avec les personnes qui sont directement concernées et avec le but de vraiment obtenir une majorité. Et bon, on est en train de aussi on veut créer un programme de formation aussi qui prend ces outils qui existent déjà, mais qui l'applique pour les luttes locales contre les aéroports. Et puis, dernièrement, on organise aussi des mobilisations et des actions directes avec l'objectif d'attirer l'attention des médias sur notre revendication et aussi ces journées d'action internationale. Parfois, ça peut vraiment motiver aussi les groupes locaux à agir. Je connais ça aussi de mon contexte à Vienne, que quand on sait qu'il y a une journée où les autres groupes seront aussi sur la rue, ça donne des motivations. Et la prochaine qui va avoir lieu, c'est en mars 2025, cette année. C'est la semaine d'action mondiale Housing Not Profit, du logement pas du profit. C'est avec un autre réseau des justices des logements européens, en fait. Et notre but là va être de vraiment tracer très bien ce lien entre le trafic aérien, le tourisme de masse et le droit à la ville. Et oui, bon, si jamais vous faites partie d'un collectif ou d'un groupe qui serait intéressé à partager, à participer, vous pouvez aussi déjà me laisser votre contact dans le chat parce qu'on est en train oui, de mobiliser des groupes. Et sinon, comment est-ce que vous pouvez vous impliquer dans cette campagne? Bon, il y aura surtout des événements en France dans cette tournée des luttes aéroportuaires en Europe. Et oui, on va bientôt lancer une carte avec tous les événements en printemps. Et je suis sûre que Charlène peut vous tenir au courant. Et sinon, oui, c'est déjà tout. Si vous avez des questions, je suis là, mais je sais que c'était aussi une journée assez longue déjà. Alors, merci. Merci beaucoup, Mira. Merci à celles et ceux qui donnent leur contact dans le chat. Je vous remercie d'avoir été là. C'était une séance très intense, mais en même temps, je suis contente qu'on ait tissé des liens entre le rapport du RAC, les mesures que je vous ai présentées, et puis donc la campagne Red Lines for Airports qui va bientôt commencer.
Merci Mira d'avoir été là. On se retrouve la semaine prochaine pour celles et ceux qui peuvent pour la formation sur la transition juste pour les salariés du secteur, puisque la réduction du trafic aérien ne se fera pas sans les salariés du secteur et qu'il faut voir du coup comment organiser avec elles et eux cette réduction du trafic. Et on aura deux invités. Alors, je m'avance un peu. Au moins un invité de marque. On aura Anthony Viau qui était donc commandant de bord chez Air France et qui a démissionné pour mettre ses actes en accord avec ses valeurs et avec notamment sa préoccupation pour le changement climatique, pour la justice sociale. Et j'espère vous y voir bientôt. Je vous renvoie aussi des mails donc, avec les différentes ressources et avec l'enregistrement de cette session ainsi que de la session précédente que je n'ai pas encore faite. Je vous dis merci à toutes et tous de participer à ces formations. Ça fait chaud au cœur de voir qu'il y a du monde qui s'intéresse au sujet, qui a envie de se documenter, qui a envie de devenir actif dans le réseau. Merci beaucoup. Est-ce qu'on a prévu quelque chose suite au rapport aérodécarbo? Alors, j'arrête l'enregistrement et je réponds aux dernières petites questions éventuellement. Hop. Salut tout le monde, bonne soirée.